vous êtes présent ici, c'est pour assister au colloque du RPH, les masques de la haine. Ce titre vient dépeindre l'importance de la haine qui prospère sous des formes aussi diverses qu'inattendues. Force est de reconnaître que la haine ne fait pas uniquement rage sur les champs de bataille ou dans les communautés religieuses et politiques les plus extrémistes. Il y aurait donc une haine masquée, censurée dans les maladies et autres accidents du quotidien. Dissimulée derrière la gentillesse, la charité, masquée sous des sentiments parentaux et filiaux les plus nobles. Les voies de la haine sont nombreuses. Au-delà de ces masques, j'irais jusqu'à dire que la haine constitue un tabou. Dans nos sociétés, les gens dits haineux, ceux qui font du mal, ceux qu'on peut entendre par exemple des meurtriers, sont souvent qualifiés par des phrases telles que « ils ne sont pas humains ». Ah bon? A contrario, aimer est hautement valorisé, ne serait-ce qu'à la télévision, parfois même par des émissions de télé-réalité où l'amour sera trouvé dans le pré, dans certains mouvements culturels tels les hippies qui prônent le peace and love, dans nos magazines avec nombre d'articles sur comment trouver l'amour et ce dès le plus jeune âge, dans nos livres sacrés emplis d'injonctions d'aimer l'autre comme soi-même, dans les musiques si nombreuses sur l'amour. La haine, elle, relève chez l'homme d'une inconvenance, d'un non-dit, ou plutôt d'un je ne veux pas savoir. Il s'agirait d'une haine que chaque être et chaque civilisation devrait avoir en horreur, qui devrait être proscrite de la vie sociale alors qu'elle en est l'un des ressorts les plus puissants. Sa simple évocation entraîne souvent l'étonnement. Je pense là à une patiente qui introduit un long silence dans le fil de ses associations libres. J'interroge. Elle rit et ajoute. C'est bizarre. J'allais dire qu'en fait, je me fais du mal. Je m'en veux tellement. C'est possible, ça? Répondez à votre question. Apparemment, oui. Et oui, il s'agit bien là d'une haine qui s'ignore. Et cette haine dans la cure n'y va pas toujours de main morte. Séances manquées, retard, critique incessante au psychothérapeute sur sa technique, sa décoration, ses vêtements. Non-respect de la règle d'association libre, refus de régler ses séances manquées. C'est bien d'une histoire de haine dont il s'agit. En 1920, Freud remet en question la dominance du principe de plaisir dans l'appareil psychique, dans au-delà du principe de plaisir. Il postulait, et ce dès 1895, que le psychisme était dominé par le principe de plaisir, celui-ci visant à réduire les quantités d'excitation. Il remet en question ce postulat en 1920 et montre l'existence de forces qui s'opposent à cette tendance au plaisir. Tout se passe comme si le rapport de l'homme au plaisir et à la souffrance était déréglé. On voit alors un Freud chercheur qui tâtonne, revient en arrière, apporte de fines nuances à une phrase que vous avez lue 20 pages plus tôt. Bon. Il débute en montrant qu'il arrive que le principe de plaisir soit ajourné. Ainsi, si vous avez très envie d'être à ce soir, pour retrouver vos amis ou tout simplement dormir, il va falloir attendre. Malgré la tension que cette attente de satisfaction occasionne, votre plaisir est ajourné du fait du principe de réalité. Vous êtes à un colloque et il n'est que 11 heures. Freud donne lui l'exemple de la nourriture par le modèle des premiers temps de vie du nourrisson. Mais il ajoute que l'ajournement de la satisfaction ne vient pas tout à fait contredire le principe de plaisir, car in fine, c'est bien ce but-là, de plaisir, qui est visé. Il donnera également l'exemple de satisfaction substitutive, mais une nouvelle fois, Freud n'est pas convaincu qu'elle contredise la dominance du principe de plaisir. Il poursuit en interrogeant les rêves détraumatisés, le jeu de la bobine. On voit réellement un Freud chercheur. Il ajoute alors un fait nouveau qu'il dégage au début vraiment à partir de la réaction thérapeutique négative et qu'il élargira par la suite. Cette observation nouvelle est la compulsion de répétition. Celle-ci amènerait des expériences passées sur la scène actuelle, expériences ne comportant aucun plaisir et qui n'ont apporté aucune satisfaction, pas même par le passé. Malgré le déplaisir, ces actions sont répétées, une compulsion y pousse, nous dit Freud. Au fil de ses réflexions, il finit par trouver tout de même du plaisir dans ces expériences-là également. Freud affirme alors qu'une catégorisation stricte n'aurait finalement pas de sens, que le système psychique est plus complexe. D'autres auteurs viendront nettement éclairer cet écrit. On peut par exemple citer Lacan avec l'introduction du concept de jouissance.
En tout cas, Freud reconnaît en 1920 une tendance de l'être à se mettre dans des situations provoquant de prime abord du déplaisir. C'est justement cela que cet écrit a fait écho pour moi avec la question de la haine et la psychothérapie de Madame M. Il y a chez Madame M une volonté de ne pas savoir, de faire échouer sa psychothérapie. Les patients sont attachés à ce qui les fait souffrir. Malgré les plaintes et la souffrance, des bénéfices sont tirés de cette haine envers sa propre existence. Ce qui fait alors échouer les avancées de la cure n'est pas uniquement de l'ordre du refoulement, mais d'une pulsion de mort qui travaille à empêcher tout changement, tout progrès, toute évolution. Les avancées et la guérison représentent des dangers. Ce qui l'emporte, dit Freud, dans le moi et le ça, n'est pas la volonté de guérir, mais le besoin d'être malade, du fait des bénéfices de la maladie. Mais quels sont donc ces bénéfices? Quels bénéfices Madame M trouve-t-elle à s'imposer tant de douleurs? Toujours dans le même écrit, Le moi et le ça, Freud avance l'idée que le moi est avant tout un moi corporel. La douleur sera en ce sens une façon de faire réaliser au sujet qu'il a un corps propre. Il cite notamment comment les affections douloureuses permettent de se représenter son corps avec force. La haine s'ancre donc dans un rapport à l'autre, à l'objet, comme une réponse à l'angoisse. Freud, dans Pulsions et Destin des pulsions, stipule que l'objet est apporté au moi du fait des pulsions d'autoconservation. Le nourrisson ne peut se satisfaire seul. Il a de fait besoin d'un autre pour sa survie, ce qui le destitue d'une possible autosuffisance. L'orgueil est confronté à la soudaine altération de sa puissance. C'est en ce sens que Freud affirme, je cite, que l'externe, l'objet, le haï, seraient au tout début identiques. Le haïr renverrait ainsi à l'augmentation de la tension, au déplaisir causé par la dépendance nécessaire à un autre. C'est l'existence séparée de l'objet, comme semblable et différent de l'être, qui est insupportable. Mais c'est aussi pour cela que la haine joue un rôle primordial dans l'origine de la vie psychique. Elle a une valeur organisatrice. Toute cette haine offre à Madame M de dessiner des contours. Elle constitue par là un repère dans son existence. C'est pour cela qu'elle s'arrange toujours pour reconnaître de l'ancien, là où du nouveau est possiblement en jeu. L'exaltation dans la haine correspond ici au sentiment de reconquérir par elle une unité, un pouvoir pour le moi menacé de se désorganiser et de se perdre dans l'angoisse. La mise en souffrance corporelle et psychique est le seul moyen qu'elle avait trouvé pour s'inscrire dans l'ordre du vivant et supporter son existence. Dans la technique psychanalytique, Freud met en garde et prévient le clinicien que sa position ne devra pas être celle d'un prophète ou d'un sauveur, soucieux de supprimer à tout prix les états de maladie. Ainsi, ma position n'a pas été celle d'une moralisatrice. Il y a un accueil de cette solution qui est la haine, pour elle, pour supporter son existence, accueil qui ne veut pas dire accord. Toujours dans le même écrit, Freud dit qu'il ne s'agit ni de consentir, ni de réprimer les demandes d'amour des patients. Le même procédé semble adéquat pour la haine. Il ne s'agit ni d'y répondre par sa propre haine, ni de la réprimer de façon religieuse ou moralisatrice. Il est question de pouvoir se décaler de la relation imaginaire afin d'éviter la répétition sans fin d'un mode de relation chez le patient. Je conclurai sur les mots de Clotilde Le Guil dans la préface de Malaise dans la civilisation aux éditions Point, que je trouve très juste. La psychanalyse aurait finalement pour but de rendre possible l'événement imprévisible là où il n'y avait que répétition du même. Je vous remercie.